Je m'appelle Ethan. J'ai 32 ans. Et lors de ma propre réunion de famille, mon père, devant des dizaines d'invités, a levé son verre et m'a traité de raté. Avant de vous raconter le moment où son monde entier s'est effondré quelques minutes plus tard, un moment qui s'est achevé par un hurlement à glacer le sang, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. C'était la réunion annuelle de la famille Matthews pour la fête des pères. Une véritable institution. Notre vaste domaine de Boston était en pleine effervescence, l'air imprégné de l'odeur du barbecue traiteur et de l'argent de vieille famille. Pour tout étranger, nous étions la famille américaine parfaite. Mon père, Richard Matthews, était un titan de l'immobilier, un homme qui avait bâti un empire à partir de rien. Il inspirait le respect, ou du moins la peur. Il se déplaçait dans la fête non pas comme un hôte, mais comme un général passant ses troupes en revue. Mon frère aîné, James, était son enfant chéri, son héritier désigné, déjà vice-président de l'entreprise. Il se tenait un peu trop près de mon père, riant un peu trop fort à ses blagues. Ma jeune sœur, Sophia, était la plus discrète. L'artiste, qui parvenait à rester hors de portée, observant tout à distance de sécurité, un carnet de croquis à la main. Et puis il y avait moi, la déception, le stratège en investissement qui était allé à New York au lieu de rejoindre l'entreprise familiale. Le fils qui, quoi qu'il ait accompli, n'était jamais tout à fait à la hauteur. Cette année, je pensais que ce serait différent. Cette année, j'avais une arme secrète. Garée devant. Une machine d'acier noir poli et de puissance brute, une toute nouvelle Porsche 911 Turbo est une offrande de $200 000. Une tentative désespérée et démesurée pour obtenir une seule miette d'approbation. Le dîner fut servi sur le patio, avec vue sur les pelouses parfaitement entretenues. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres. Mon père se leva, tapotant son verre pour attirer l'attention. Il fit son discours habituel, louant la dernière affaire de James, complimentant la récente exposition d'art de Sophia. Il arbora un grand sourire de politicien rodé. Puis ses yeux, froids et calculateurs, trouvèrent les miens de l'autre côté de la table. Je suis un homme chanceux, tonna-t-il, sa voix portant à travers la foule silencieuse. Je suis fier de tous mes enfants, il fit une pause, laissant les mots flotter dans l'air. Sauf le raté assis à table. Quelques invités eurent des rires servis les mal à l'aise. Mon frère James esquissa un sourire narquois. Ma mère Caroline fixa intensément son assiette, les phalanges blanches autour de sa fourchette. Le monde sembla ralentir. Je sentais tous les regards sur moi, attendant que je m'effondre, que je me mette en colère, que je fasse une scène. Mais je ne le fis pas. Au lieu de cela, je pliai calmement ma serviette. Je me levai, ma chaise émettant un léger raclement sur les dalles. Je plongeai la main dans ma poche de veste et en sortis une simple enveloppe commerciale blanche. Je me dirigeai vers le bout de la table et la plaçai précisément devant l'assiette de mon père. Son expression suffisante vacilla, remplacée par la confusion. « Pour toi, papa, dis-je, ma voix ferme et claire. Bonne fête des pères. » Puis je me retournai et partis. Je ne courus pas. Je passai devant les visages stupéfaits de ma famille, traversai la maison et sortis par la porte d'entrée. Je montai dans la Porsche, la clé de contact lourde dans ma main. Le moteur rugit. Un beau son de colère. Alors que je quittais la longue allée sinueuse, mon rétroviseur capta un éclair de mouvement. Mon père sortant en trombe de la maison. L'enveloppe blanche serrée dans sa main. Et puis je l'entendis, même par-dessus le bruit du moteur, un hurlement. Ce n'était pas un hurlement de colère. C'était le son d'un homme qui voyait son monde entier partir en fumée. C'était le son d'un monde qui s'effondrait. Ce cri était le point final guttural d'une phrase de 32 ans de souffrance silencieuse. C'était le son d'un barrage qui cède. Pour comprendre pourquoi ce son était pour moi la plus douce des musiques, vous devez revenir avec moi dans les longs couloirs polis et totalement froids de mon enfance. Je me souviens de mes 10 ans avec une vivacité qui me semble encore vive. J'avais mis tout mon cœur à étudier pour un examen d'histoire. Un sujet qui me fascinait. Un monde d'histoire si différent du mien. Pendant 2 semaines, j'ai fait des fiches. J'ai relu des chapitres jusqu'à ce que les pages soient douces. J'ai pratiquement vécu et respiré la Révolution américaine. Le jour où j'ai récupéré le test, j'ai vu la note encerclée en rouge en haut et mon cœur s'est envolé. Un B+. C'était un B+ solide, durement gagné.
Dans mon monde de gamin de 10 ans, c'était un triomphe. J'ai traversé les portes de notre maison en courant, la porte moustiquaire claquant derrière moi, et j'ai couru, mes baskets grinçant sur les sols de marbre, vers le bureau de mon père. Cette pièce était le centre de l'univers de notre famille, la source de tout pouvoir, un endroit qui sentait perpétuellement les livres reliés en cuir et la légère odeur âcre de ses cigares coûteux. La porte était légèrement entr'ouverte. Je la poussai doucement. « Papa » dis-je, ma voix emplie d'une excitation essoufflée. Il était au téléphone, le dos tourné, fixant la grande baille vitrée donnant sur sa pelouse parfaite. Il leva un doigt impérieux, me disant d'attendre. Je restai là, vibrant d'impatience, serrant la copie d'examen dans ma main moite. Le papier me semblait un ticket d'or. Il termina son appel par une série d'ordres secs et brefs, puis fit pivoter son grand fauteuil en cuir pour me faire face. « Qu'y a-t-il, Ethan » demanda-t-il, son ton déjà empreint d'impatience. Il n'y avait aucune chaleur, juste le soupir fatigué d'un homme occupé qu'on interrompt. « Mon examen d'histoire, papa. » Je l'ai récupéré. J'ai pratiquement sauté jusqu'à son immense bureau en chêne et lui ai tendu le papier comme une offrande. Il ne leva pas les yeux des documents qu'il classait déjà pendant 30 secondes complètes qui me semblèrent une éternité. Finalement, avec un air d'ennui profond, il prit le papier de ma main. Il ne le regarda pas vraiment. Ses yeux se posèrent juste sur la note. Un éclair de reconnaissance avant qu'il ne le rejette sur la surface polie du bureau. Il glissa et s'arrêta à côté de son porte-plume en or. « Un B+, dit-il. Sa voix était complètement plate, dénuée de toute émotion. Pourquoi pas un A? Il n'attendit pas de réponse. Il fit pivoter sa chaise vers ses papiers. Le renvoi silencieux fut un coup physique. La conversation était terminée. Je restais là, figé, le ticket d'or dans ma main me semblant désormais un morceau de déchet. La fierté et l'excitation qui m'avaient empli quelques instants auparavant s'évanouirent, laissant à leur place une honte familière, vide et froide. J'appris la loi fondamentale de la maison Matthews à cet instant. L'amour n'était pas un droit. C'était une récompense pour la performance. Et la seule performance acceptable était la perfection. La deuxième place n'était que le premier perdant. James, mon frère aîné, comprenait cette monnaie. C'était un maître du jeu. Il jouait au quarterback. Il sortait avec la meneuse de claque en chef. Il obtenait des Ayala à Wharton, l'alma mater de notre père, sans la moindre hésitation. Il était le reflet parfait de Richard, un clone dans un corps plus jeune. Et pour cela, il était couvert d'éloges. Je me souviens d'un dîner où James, alors en première année de lycée, mentionna qu'il avait été nommé le plus susceptible de réussir dans l'annuaire. Mon père se leva, versa un verre de champagne et porta un toast à son héritier. La même semaine, j'avais gagné un concours de mathématiques à l'échelle de l'État. Quand je l'ai mentionné, mon père a juste grogné et dit « Ne te monte pas la tête. Personne n'aime les frimeurs. » Sophia, ma sœur, trouva sa propre façon de survivre. Elle se retira dans son art, son silence comme un bouclier. Elle était silencieuse, observatrice, et elle se faisait si petite que mon père oubliait souvent qu'elle était même là. C'était une stratégie brillante, mais j'ai bêtement continué à essayer de gagner. Je pensais que si j'accomplissais suffisamment, si je devenais indéniablement réussi selon mes propres termes, il n'aurait d'autre choix que de me respecter. J'ai obtenu mon diplôme summa cum laude de Cornell. J'ai travaillé 2 emplois pendant mes études universitaires, afin de ne jamais avoir à lui demander un sou. Je me suis frayé un chemin dans une société d'investissement impitoyable à New York et suis devenu vice-président avant mes 30 ans. Tout cela fut pour rien. Chaque étape fut accueillie par un hochement de tête à contre-cœur, un commentaire dédaigneux ou une comparaison ciblée avec le travail concret de James, de bâtir des choses avec des briques et du mortier. La Porsche était mon dernier pari désespéré, mon kit ou double. C'était un monument à ma réussite. Un cri de $200 000, regardez-moi. Es-tu fou, Ethan, avait dit mon meilleur ami et collègue, David Chan, sa voix résonnant dans le bar bruyant de Wall Street où nous prenions un verre. C'était la seule personne avec qui je pouvais être vraiment honnête. $200 000 pour un gars qui te présente comme son autre fils. Que essaies-tu de prouver? J'ai regardé la mousse de ma bière se déposer. Ce n'est pas juste une voiture, Dave, ai-je argumenté, essayant de me convaincre autant que lui. C'est un investissement stratégique.
C'est un langage qu'il comprend. Il ne s'agit plus d'amour. Il s'agit de respect. Peut-être que s'il voit que je peux dépenser ce genre d'argent sans effort, il me considérera enfin comme un égal, pas comme un cas de charité. Peut-être que cela nous ouvrira la porte pour, je ne sais pas, co-investir dans quelque chose, pour enfin nous connecter à son niveau. David secoua juste la tête lentement. Son expression, un mélange familier de pitié et de frustration. Il m'avait vu traverser ce cycle pendant des années. Tu essaies d'acheter une place à une table où tu n'as jamais été le bienvenu, mec. Son approbation n'a rien à voir avec ton compte en banque. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Mais j'étais un joueur qui avait misé tout ce qu'il avait. Je devais voir la dernière carte. Ce que je n'avais pas dit à David, ce que je ne pouvais dire à personne, était la véritable raison de mon pari imprudent. L'atout secret que j'avais dans ma manche. Cela avait commencé 3 mois plus tôt avec quelque chose de si banal que c'en était presque comique, un examen physique de routine. Mon médecin, un nouveau venu agressif et méticuleux, passait en revue mes antécédents médicaux familiaux. Alors, le côté de votre père a des antécédents de cardiomyopathie héréditaire, dit-il, tapotant son stylo sur mon dossier. C'est une condition génétique. Compte tenu de votre âge, je vous recommanderais fortement de faire un dépistage génétique complet. Simple, non invasif, juste une prise de sang. Mieux vaut être proactif. J'ai accepté sans la moindre hésitation. Ce n'était qu'une donnée de plus dans une vie obsédée par les données. Quelques semaines plus tard, un email est apparu dans ma boîte de réception avec l'objet « Vos résultats de laboratoire ». J'ai ouvert le PDF joint, m'attendant à voir beaucoup de charabia médical. J'ai fait défiler l'écran, cherchant un simple positif ou négatif. Au lieu de cela, une phrase surlignée dans un cadre gris stérile m'a sauté aux yeux, le patient ne présente aucun marqueur génétique de cardiomyopathie héréditaire associé aux antécédents familiaux fournis. J'ai froncé les sourcils. C'était une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Un soupir de soulagement. Mais quelque chose n'allait pas. J'ai continué à lire, faisant défiler des pages de données que je ne comprenais pas jusqu'à ce que j'atteigne l'analyse sommaire à la fin. Et c'est là que mon monde a basculé. Une seule phrase clinique est dévastatrice, l'analyse des données génétiques soumises indique une probabilité de paternité de 0% avec les individus partageant la lignée paternelle rapportée. 0%. Le mot nageait devant mes yeux. Cela ressemblait à une faute de frappe. Une faute de frappe catastrophique qui changerait ma vie. Je l'ai relu encore et encore. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Un oiseau sauvage et paniqué piégé dans ma poitrine. Un diaporama de ma vie a défilé devant mes yeux, chaque froideur, chaque commentaire dédaigneux. Chaque fois que je me sentais étranger dans ma propre maison, ce n'était pas mon imagination. Ce n'était pas moi qui étais trop sensible. C'était réel. Je devais en être sûr. Cela ne pouvait pas être une simple erreur de laboratoire anonyme. Le week-end suivant, je suis rentré à Boston. Je leur ai dit que je voulais les inviter à un dîner anticipé pour la fête des pères. C'était un mensonge parfait. Pendant qu'ils se préparaient, j'ai exécuté mon plan. Mes mains étaient moites, mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'ils pouvaient l'entendre à l'étage. Je suis entré dans leur salle de bain principale, une pièce plus grande que mon premier appartement à New York. Sa brosse à cheveux à dos argenté reposait sur le meuble en marbre. C'était comme une profonde violation, un franchissement d'une ligne que je ne pourrais jamais défranchir. Mes doigts tremblaient alors que je retirais soigneusement quelques mèches de ses cheveux gris foncés des poils. Je les ai scellés dans un petit sac plastique stérile que j'avais apporté d'une pharmacie. J'ai envoyé l'échantillon à un autre laboratoire très réputé, payant des frais exorbitants pour un test de paternité urgent. La semaine que j'ai passée à attendre ces résultats fut le plus pur des enfers. J'étais un fantôme au travail. Je siégeais à des réunions importantes, hochant la tête et donnant des analyses en pilote automatique tandis que mon monde intérieur était un chaos hurlant. Chaque notification de mon téléphone me faisait un choc d'adrénaline. L'email est arrivé un mardi matin. J'ai vu le nom du laboratoire dans l'objet, et le sang me glaça les veines. Je suis entré dans mon bureau, j'ai fermé la porte et je suis resté là une minute entière, fixant l'écran avant de pouvoir me décider à cliquer pour l'ouvrir. C'était là, un document juridique, scientifique, impersonnel, indéniable, le père présumé, Richard Matthews, est exclu en tant que père biologique de l'enfant, Ethan Matthews.
La probabilité de paternité est de 0%. Je me suis effondré dans ma chaise. Je ne ressentais pas de colère. Je ne ressentais pas de tristesse. Je ressentais un étrange, glaçant et profond sentiment de calme. C'était le calme d'un détective qui avait passé sa vie à poursuivre un fantôme, pour finalement trouver un aveu signé. Tout prenait sens. Toute ma vie, chaque interaction confuse et douloureuse, était soudainement éclairée d'un jour nouveau et brutalement clair. Il n'était pas mon père déçu. Il était juste un homme qui avait élevé le fils d'un autre homme. Et il s'était assuré de 1000 manières subtiles et moins subtiles que je n'oublie jamais que j'étais l'étranger. C'est à ce moment-là que j'ai pris mon téléphone et que j'ai acheté la Porsche. Ce n'était plus une supplication d'amour. C'était un accessoire magnifique, coûteux et parfaitement choisi pour l'acte final d'une pièce que je dirigeais maintenant. David avait tort. Je n'essayais pas d'acheter son approbation. Je préparais la scène pour le regarder brûler. Le jour de la fête fut un chef-d'œuvre d'hypocrisie suburbaine. Le soleil était éclatant. Les hortensias étaient en pleine floraison magnifique. Et l'air était rempli des rires forcés de gens qui, secrètement, ne pouvaient pas se supporter. Je suis arrivé pour voir la Porsche, non pas rangée dans le garage comme il l'avait ordonné, mais positionnée comme une pièce de musée à l'extrémité de l'allée circulaire. C'était la première chose que chaque invité voyait. Elle était brillante, magnifique, et c'était un mensonge. Richard s'en attribuait déjà le mérite, acceptant les compliments d'un geste magnanime de la main, comme s'il l'avait choisi lui-même. Un fils connaît le goût de son père, l'entendit jetonner à l'un de ses amis golfeurs. Le goût de la bile me monta à la gorge. J'ai passé la première heure à jouer mon rôle. Un fantôme à la fête de ma propre famille. J'ai hoché la tête. J'ai souri. J'ai serré des mains. Ma tante Carole, la sœur de mon père et la commère attitrée de la famille, m'a accosté près du bar à fruits de mer débordant. C'était une femme capable de transformer un compliment en insulte avec une précision chirurgicale. Ethan, chérie, roucoula-t-elle, me serrant le bras avec des doigts qui ressemblaient à des serres. Cette voiture est juste, eh bien, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Elle me lança un regard apitoyé. Tu essaies toujours si fort de l'impressionner. C'est vraiment très doux. La plupart des garçons abandonnent à ton âge. Chaque mot était une pierre parfaitement polie, conçue pour me faire sentir petit, pour renforcer le récit selon lequel j'étais l'enfant désespéré poursuivant éternellement un objectif impossible. J'ai juste souri. Il en vaut la peine, dis-je, le mensonge ayant un goût de cendre. J'ai vu mon frère James faisait la cour près de la piscine. Il racontait une histoire de voyage d'affaires, gesticulant sauvagement. Son auditoire de jeunes cousins et d'employés juniors Serville riait à point nommé. Sa fiancée Jessica, une femme qui semblait sortie d'un catalogue d'esthétique de club de campagne, était accrochée à son bras, sa bague en diamant attrapant le soleil. Elle m'a aperçu et m'a fait signe, son sourire aussi éclatant et faux que celui d'un mannequin de grand magasin. Ethan, te voilà, gazouilla-t-elle. Nous parlions justement de ta voiture. Ou je suppose, de la voiture de papa maintenant. Elle ricana. James disait qu'il allait devoir en acheter une nouvelle pour suivre le rythme. James me tapota l'épaule, un geste qui était censé paraître amical, mais qui ressemblait plus à une revendication de propriété. Oui, petit frère, tu essaies de faire de l'ombre au vieux, dit-il avec un clin d'œil à son public. Ne t'inquiète pas, je finalise l'affaire Markham dans le port la semaine prochaine. Ce sera un vrai cadeau pour lui. Quelque chose avec de la brique et du mortier, pas juste 4 €. Il se vantait, cherchant l'approbation de son père qui était juste hors de portée. C'était une performance arrogante parfaite. Et je savais, d'une source interne au groupe Markham, que l'affaire était déjà morte. L'ironie était savoureuse. Je suis sûr qu'il adorera ça, James, dis-je, ma voix neutre. Je suis juste heureux de contribuer. Je me suis dégagé et je suis parti à la recherche de la seule personne dans toute cette mascarade que je pouvais supporter, ma sœur Sophia. Je l'ai trouvée à l'autre bout de la pelouse, à l'ombre d'un immense chêne, en train de dessiner sur son carnet. Elle était la seule personne ici qui ne jouait pas un rôle. Tu échappes à la folie, demandai-je en m'asseyant sur l'herbe à côté d'elle. Elle leva les yeux et me fit un petit sourire sincère. Toujours? Elle regarda en arrière vers la fête, ses yeux d'artiste ne manquant rien. Il est en grande forme aujourd'hui,
n'est-ce pas? Le grand roi inspectant ses terres. Quelque chose comme ça, dis-je. Elle devint sérieuse, baissant la voix. Ethan, sois prudent ce soir. Sérieusement? Pourquoi, demandai-je, feignant l'ignorance. Je l'ai entendu au téléphone ce matin. Il criait quelque chose à propos de l'affaire Markham. Apparemment, elle a complètement échoué. James a gravement foiré. Elle se mordit la lèvre, une habitude nerveuse qu'elle avait depuis qu'elle était enfant. Tu sais comment il est quand le fils chéri ternit son image. Il a besoin de quelqu'un d'autre à punir et tu es son souffre-douleur préféré. Sa préoccupation était réelle, un petit point chaud dans le paysage glacial de la journée. Pendant des années, elle et moi avions communiqué avec ce code, un langage d'avertissement et de regard complice. Nous étions deux survivants du même naufrage, s'accrochant aux mêmes débris. Ça va aller, sauf, lui dis-je, essayant d'insuffler à ma voix une confiance que j'espérais crédible. Ne t'inquiète pas pour moi. Je peux gérer ça. Elle n'avait pas l'air convaincue, mais elle laissa tomber. D'accord, reste juste hors de son chemin. Mais je n'avais aucune intention de rester hors de son chemin. En marchant vers le patio, le soleil commençant sa lente descente, je sentis un étrange sens du devoir. Tous les acteurs étaient en place. La scène était prête. Tout le monde jouait son rôle dans cette grande illusion de la famille parfaite et puissante, et j'étais celui qui tenait l'épingle qui allait faire éclater toute la bulle scintillante. Juste avant que nous soyons appelés à dîner, James m'a acculé près des grandes portes-fenêtres menant au patio. La bravade précédente avait disparu. Son visage était pâle, ses yeux furtivement dirigés vers notre père. Il avait clairement reçu la nouvelle concernant l'affaire Markham. Et, dit-il, sa voix basse et urgente. Il essayait d'avoir l'air intimidant, mais cela ne faisait que paniquer. Écoute, Ethan. Papa est de très mauvaise humeur. De très mauvaise humeur. Alors, quoi que tu penses, ne dis rien d'intelligent. Ne fais pas de scène. Ce soir n'est pas le soir pour faire des vagues. Ce ne serait pas bon pour l'image de la famille. Il transpirait. L'enfant chéri était terrifié. Il ne me mettait pas en garde pour protéger la famille. Il me mettait en garde parce qu'il ne voulait pas que la colère volcanique de notre père soit dirigée vers lui. Il avait besoin de moi pour être le paratonnerre, comme toujours. Ne t'inquiète pas, James, dis-je, ma voix étrangement calme. Je le regardai droit dans les yeux. Je ne vais pas faire des vagues, fis-je une pause. Je vais le couler. La couleur quitta son visage. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Je le contournai et sortis sur le patio, prenant ma place pour le dernier souper. L'air se rafraîchissait. Une tempête approchait. Le monde semblait rétrécir jusqu'à ce qu'il ne soit plus que l'espace entre mon père et moi. Les 60 pieds de pelouse impeccablement entretenus, de dalles coûteuses et de lumière de bougies vacillantes auraient aussi bien pu être un ring de boxe. Le murmure des invités s'est estompé en un bourdonnement sourd, comme le bruit de l'océan entendu de loin. Mes sens étaient étrangement aiguisés. Je pouvais sentir le parfum lourd et doux des roses blanches du centre de table, une odeur que j'associerai à jamais à ce moment. Je pouvais sentir la légère vibration de la table lorsqu'un serveur remplissait un verre d'eau à proximité. Je pouvais sentir le goût métallique de l'adrénaline au fond de ma gorge. Mon père s'éclaircit la gorge, un son théâtral qui capta la dernière once d'attention dans le jardin. Il aimait cette partie. Le patriarche dispensant sa sagesse, son approbation, son jugement. Ces mots pouvaient faire ou défaire votre semaine, votre mois, votre année. Il détenait ce pouvoir, et il le savourait, le faisant rouler sur sa langue comme un bon vin avant de parler. Chaque année, commença-t-il, sa voix douce et confiante. Nous nous réunissons ici, non seulement en famille, mais comme un témoignage de ce que nous avons bâti. Il fit un vague geste vers la maison, les jardins, les invités bien habillés. C'était un geste de possession, de contrôle absolu et complet. Nous avons bâti cela par le travail acharné, par le dévouement et par la loyauté. Le mot « loyauté » fut lancé comme un dard à travers la table. Ses yeux balayèrent la table, un roi passant sa cour en revue. Il hocha la tête vers James. Mon fils James le comprend. Il est là tous les jours, combattant dans les tranchées, perpétuant l'héritage. Il me rend fier. James se gonfla visiblement de louanges, bombant le torse et essayant d'avoir l'air digne.
Je vis le profond soulagement l'envahir. Il était en sécurité. L'exécution publique pour l'échec de l'affaire Markham n'aurait pas lieu ce soir. Il me lança un rapide coup d'œil triomphant. Il tourna ensuite son regard vers Sophia, sa voix s'adoucissant légèrement. Et ma fille Sophia, sa créativité, sa vision. Elle apporte de la beauté au nom de la famille. Elle me rend fier. Sophia esquissa un petit sourire contraint qui n'atteignit pas ses yeux et baissa les yeux vers ses genoux, son mécanisme de défense habituel. Elle fut écartée, mais en sécurité. Je savais ce qui allait suivre. C'était un schéma familier et brutal, des louanges pour eux, un silence public délibéré pour moi. L'omission était son outil préféré. C'était une façon de m'effacer, de dire au monde que je n'étais même pas assez important pour être mentionné, un fantôme au festin. Mais ce soir, je pouvais sentir une énergie différente émaner de lui. Une intention plus sombre. L'échec de l'affaire Markham l'avait blessé, et un prédateur blessé est le plus dangereux. Il n'allait pas seulement m'omettre. Il allait faire de moi un exemple. Je regardais ma mère. Son visage était un masque de neutralité contrainte, une poupée de porcelaine sur le point de se fissurer. Elle fixait le motif complexe de la nappe, le traçant du regard comme s'il détenait les réponses de l'univers. Elle était une professionnelle en la matière, à disparaître à la vue de tous chaque fois que mon père partait en guerre. Pendant un instant fugace, un éclair de colère blanche et brûlante me traversa, dirigé entièrement contre elle. Pourquoi ne m'as-tu jamais défendu? Pourquoi as-tu laissé cela se produire pendant 32 ans? La question hurlait dans mon esprit, une accusation silencieuse et amère. Mes yeux balayèrent la foule. Je vis notre ancienne femme de ménage, Maria, debout près de la porte de la cuisine, les bras croisés. Elle était avec la famille depuis avant ma naissance. Elle avait changé mes couches, pansé mes genoux écorchés et me glissait des biscuits quand ma mère ne regardait pas. Elle voyait tout. Ses yeux profonds, troublés et tristes, rencontrèrent les miens pendant une fraction de seconde. Et en eux, je vis une vie entière de pitié et de sympathie. C'était une reconnaissance silencieuse, une confirmation par un tiers que je n'étais pas fou. Mon traitement n'était pas normal. Elle le voyait aussi. Ce petit hochement de tête presque imperceptible de sa part renforça ma détermination. L'enveloppe dans ma poche de poitrine me semblait moins du papier et plus un bloc de glace solide. Je pouvais sentir ses coins pointus, son poids contre ma poitrine. Toute ma vie, j'étais venu à ces réunions de famille armé de rien d'autre qu'un espoir désespéré et pathétique. Ce soir, j'étais armé d'un fait, un fait aussi dur et indéniable que la fondation en granit de la maison même où nous nous trouvions. Mon père prit une autre lente gorgée de son vin. Il prolongeait le moment, construisant le suspense comme un maître de spectacle. C'était sa scène, sa production. Il me regarda et un sourire cruel, fin et anticipatif joua sur ses lèvres. Il appréciait cela. Il était sur le point de porter le coup fatal et il voulait que je le voie venir. Je suis un homme chanceux, répéta-t-il, sa voix baissant légèrement, devenant plus intime, plus confessionnelle, attirant le public plus près. Je suis fier de tous mes enfants. C'était ça. La phrase qu'il avait répétée dans sa tête. Les mots qu'il avait soigneusement choisis pour infliger le maximum de dégâts possible de la manière la plus publique. Tout mon corps se tendit, mon souffle se coupa dans ma gorge. Le garçon de 10 ans en moi, celui avec la copie d'histoire notée B+, se recroquevillait, se préparant à l'impact. Mais l'homme de 32 ans, celui qui connaissait la vérité, attendait. Je me sentais étrangement déconnecté, comme si je regardais un film de ma propre vie. Un film dont j'avais déjà écrit la fin explosive. Le silence s'étira, devenant une arme en soi. Et puis, avec un timing parfait et dévastateur, il prononça la phrase, sauf le raté assis à table. Les mots ne résonnèrent pas. Ils atterrirent avec un bruit sourd et lourd, aspirant tout l'air du patio impeccablement entretenu. Pendant une fraction de seconde, il y eut un silence profond, absolu. Le genre de silence qui suit un accident de voiture. Personne ne savait comment réagir. Les sourires des gens se figèrent sur leur visage. Était-ce une blague? Un geste horriblement mal jugé et cruel d'un homme qui avait bu trop de vin cher? Puis le sort se rompit. Quelques-uns des plus vieux acolytes d'affaires de mon père. Des hommes qui avaient bâti leur propre fortune, plus modestes, en profitant de son sillage, eurent des rires forcés et aboyants.
C'était le son de la loyauté exécutée, un bruit laid et strident dans le calme. De l'autre côté de la table, James, se prélassant dans la lumière de sa propre sécurité, s'autorisa un petit sourire suffisant. Il ne put s'en empêcher. Le soulagement et le ressentiment de toute une vie à mon égard étaient trop puissants. Il me lança un regard de pure condescendance triomphante. Vois-tu, c'est ce que tu obtiens. C'est ce que tu es. Sa fiancée, Jessica, éternelle suiveuse, gloussa nerveusement, couvrant sa bouche d'une main parfaitement manucurée. Le reste des invités, des dizaines d'entre eux, se tortillaient simplement de manière inconfortable sur leurs sièges coûteux. Leurs yeux passaient du visage triomphant de mon père au mien, puis s'éloignaient rapidement, comme s'ils avaient peur d'être pris entre deux feux. Ils assistaient à une humiliation publique, un rituel de dénigrement, et ils ne savaient pas s'il fallait détourner le regard par honte ou fixer avec une fascination morbide. Le visage de ma mère, si c'était possible, devint encore plus pâle. Elle semblait physiquement malade. Elle ferma les yeux pendant un long moment, une prière silencieuse et vaine pour que cela n'arrive pas. Quant à moi, je restais simplement assis. Je laissais l'insulte flotter dans l'air comme un gaz empoisonné. Je laissais les rires serviles résonner puis s'éteindre. Je laissais le poids total de sa cruauté publique désinvolte s'installer sur le patio. Je voulais que tout le monde le ressente. Je voulais qu'il s'assoie dans le silence inconfortable et soit forcé de reconnaître quel genre d'homme Richard Matthews était vraiment. Je voulais qu'il soit témoin. Puis, lorsque le silence revint, plus épais et plus suffocant qu'auparavant, je bougeai. Il n'y avait pas de colère dans mes mouvements. Il n'y avait pas de hâte. Il y avait juste une précision calme et délibérée qui était plus déconcertante que n'importe quelle explosion aurait pu l'être. Je pris ma lourde serviette en lin, la pliai soigneusement et la plaçai à côté de mon assiette. Je reculai ma chaise de la table. Le raclement de ses pieds sur les dalles fut d'une anormalement forte. Un seul son aigu dans l'air mort. Je me levai. Tous les regards étaient maintenant sur moi. Ils s'attendaient à ce que je crie, que je l'insulte, que je parte en rage sanglante. Ils s'attendaient à un spectacle, à une scène dramatique qui leur donnerait de quoi chuchoter pendant des semaines. J'allais leur en donner un, mais ce n'était pas celui qu'ils anticipaient. Mon père me regarda depuis le bout de la table, une lueur triomphante et provocante dans les yeux. Il pensait avoir gagné. Il pensait m'avoir enfin définitivement brisé devant le monde entier qui comptait pour lui. Je commençais à marcher. Je marchais le long de la table, mais pas mesuré et régulier. Le chemin me semblait long de 100 kilomètres. Je pouvais sentir la chaleur des bougies en passant. Je pouvais voir les visages choqués, confus et apitoyés de ma famille élargie se tourner pour suivre ma progression. Je m'arrêtai directement à côté de la chaise de mon père. Si près que je pouvais sentir l'odeur du vin cher sur son souffle et la légère odeur persistante de son cigare. Il dut pencher la tête pour me regarder. Son expression était un masque parfait d'arrogance et d'agacement. « As-tu quelque chose à dire, Ethan » me défia-t-il, sa voix dégoulinante de condescendance, me défiant de commencer un combat qu'il savait qu'il gagnerait. Je ne lui répondis pas avec des mots. Je plongeai la main dans la poche de poitrine de ma veste. Mes doigts se refermèrent sur l'enveloppe commerciale blanche et nette. Elle me parut fraîche et solide contre ma peau. Je la sortis à la lumière vacillante des bougies. Elle avait l'air si innocente, si banale. Je la lui tendis. Il la fixa, les sourcils froncés de confusion. Que était-ce? Une lettre? Une carte? Je ne dis pas un mot. Je me penchai simplement en avant et posai l'enveloppe sur la table, juste à côté de son verre de vin à moitié vide. Elle atterrit avec un son doux et définitif qui sembla résonner dans le profond silence. « Pour toi, papa, dis-je. » Ma voix était calme, mais elle traversa l'air mort comme un couteau. Elle était parfaitement stable. « Bonne fête des pères. » Ses yeux se plissèrent. Il regarda de l'enveloppe blanche unie à mon visage, puis de nouveau. Cherchant un signe, un indice de ce comportement bizarre. Il n'en trouva aucun. Mon visage était une page blanche, un masque de calme illisible. Et puis je lui tournai le dos. Je leur tournai le dos à tous. Je m'éloignai de la table, des invités silencieux qui me fixaient, de la famille qui n'était jamais vraiment la mienne. Je traversai les grandes portes-fenêtres pour entrer dans la maison qui avait toujours ressemblé plus à un musée qu'à un foyer. Mes pas claquaient, secs et clairs sur les sols de marbre noir et blanc du grand foyer.
Je ne regardai pas en arrière. Pas une seule fois. Je sortis tout droit par la lourde porte d'entrée en chêne et dans l'air frais de la nuit. La Porsche m'attendait. Une ombre noire et élégante sous le clair de lune. Une promesse d'évasion. Le voiturier, un jeune homme qui semblait totalement surpris de me voir, se précipita pour ouvrir la porte côté conducteur. Je lui fis un bref signe de tête et me glissai sur le siège. La riche odeur de cuir neuf emplit mes sens. J'introduisis la clé dans le contact et tournai. Le moteur explosa de vie. Un grondement profond, rauque et colérique qui brisa le silence oppressant de la nuit. C'était le son des chaînes qui se brisent. C'était le son de la liberté. J'engageai la vitesse et commençai à m'éloigner, les pneus crissant doucement sur le gravier de l'allée circulaire. Alors que je terminais le virage pour prendre la route, je jetai un coup d'œil dans mon rétroviseur. C'était un réflexe, et ce que je vis resterait gravé dans ma mémoire pour le reste de ma vie. La porte d'entrée de la maison s'ouvrit avec une telle force qu'elle claqua contre le mur de pierre. Mon père, Richard Matthews, trébucha sur le porche. Il avait l'air sauvage. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient en désordre, comme s'il les avait arrachés. Son visage, habituellement un masque soigneusement composé de pouvoirs contrôlés, était déformé par une émotion brute, primale que je ne lui avais jamais vue auparavant. C'était un cocktail terrifiant d'incrédulité, d'horreur et de rage incandescente. Dans sa main tremblante, il serrait le contenu de l'enveloppe, les résultats du test de paternité. Il regarda du papier à ma voiture qui s'éloignait, sa bouche s'ouvrant et se fermant silencieusement comme un poisson haletant. Il fit un pas chancelant en avant, puis un autre, comme s'il allait essayer de courir après moi, et puis il hurla. Ce n'était pas le mugissement d'un homme en colère. Ce n'était pas le cri d'un patriarche frustré. C'était un son brut, guttural, animal, d'une pure agonie profonde et viscérale. C'était le cri d'un roi qui venait de voir sa couronne fondre, son château s'effondrer en poussière, et son identité entière se vaporiser sous ses propres yeux. C'était le son d'un mensonge, un mensonge sur lequel il avait bâti son monde entier pendant 32 ans, qui finalement détonnait violemment. J'appuyai sur l'accélérateur. La Porsche bondit en avant, avalant la longue allée bordée d'arbres. Je ne regardai plus en arrière. Je fonçai dans l'obscurité, laissant derrière moi le son de son cri et toute ma vie d'avant. J'ai conduit pendant ce qui devait être une heure, peut-être plus. Les lumières de la ville de Boston étaient un flou de rouge, de blanc et d'or. Je n'avais aucune destination en tête. Je conduisais, c'est tout. La Porsche, la voiture qui était censée être mon grand geste d'apaisement, était devenue ma capsule de sauvetage. Son moteur était un léger ronronnement réconfortant, le seul son dans ma bulle de silence auto-imposée. Je ne fuyais pas quelque chose. Je roulais vers une liberté inconnue et indéfinie. Finalement, l'adrénaline commença à s'estomper, remplacée par un épuisement profond et viscéral. J'ai vu l'enseigne lumineuse d'un hôtel chic du centre-ville et, par impulsion, je me suis engagé dans la voie du voiturier. J'avais besoin d'un espace neutre, d'une chambre stérile sans souvenirs, sans fantômes. Je me suis enregistré, le concierge me lançant un regard appréciateur en prenant les clés de la Porsche. J'ai pris l'ascenseur silencieux et rapide jusqu'à ma chambre au 25e étage. De la fenêtre du sol au plafond, la ville ressemblait à un tapis de bijoux éparpillés. C'était beau et complètement impersonnel. C'était parfait. Après une longue douche chaude, où je suis resté sous l'eau, laissant les événements de la nuit me submerger et s'en aller, j'ai pris mon téléphone. Je l'avais éteint dès que je suis monté dans la voiture. Je savais ce qui m'attendait. J'ai pris une profonde inspiration et les rallumai. C'était comme ouvrir les vannes. L'écran s'est allumé, vibrant violemment dans ma main alors qu'un torrent de notifications affluait. Un raz-de-marée numérique du chaos que j'avais déclenché. 27 appels manqués, 42 messages textes. Une curiosité morbide l'emporta sur moi. J'ai fait défiler le journal. Une liste interminable de noms, Richard, James, tante Carole, James, Richard. C'était une symphonie de panique. J'ai décidé d'écouter un seul message vocal de chacun de mes principaux tourmenteurs. Un dernier avant-goût du poison avant de couper court pour de bon. D'abord, James. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix, habituellement si suffisante et contrôlée, était un cri strident de pure panique et de fureur. Ethan,
espèce de fils de paix. Que as-tu fait? Qu'est-ce que tu as foutu? Tu as humilié cette famille. Tu es fini. Tu m'entends? Tu es fini légalement, financièrement. Je te poursuivrai pour diffamation. Je te poursuivrai. Rappelle-moi, espèce de lâche. Rappelle-moi tout de suite. C'était le son désespéré d'un homme dont l'héritage en or venait d'être remis en question. Il n'était pas en colère pour l'honneur de la famille. Il était terrifié pour son portefeuille. Ensuite, Richard. J'ai dû reprendre mon souffle avant de pouvoir appuyer sur lecture. Sa voix était méconnaissable. Ce n'était pas le rugissement contrôlé du patriarche. Elle était déchirée, brisée, imprégnée d'un venin terrifiant et bégayant. Petit bâtard, a-t-il râlé, sa voix se brisant. Parasite ingrat. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que je t'ai donné. Un toit sur ta tête. Mon nom. Tu trouves ça drôle? Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Tu as détruit cette famille. Tu as détruit ta mère. Elle est dévastée. Tout est de ta faute. Tu n'es pas mon fils. Les 4 derniers mots furent étouffés. Un sanglot étranglé de haine pure et simple. Tu n'es pas mon fils. Les mots mêmes qui étaient pour la première fois de ma vie un soulagement profond et bienvenu. J'ai calmement supprimé les 2 messages vocaux. Je n'allais pas laisser leur poison prendre racine. Plus maintenant. J'étais sur le point d'éteindre le téléphone à nouveau lorsqu'une dernière notification de message est apparue. Ce n'était pas un appel en colère. Ce n'était pas une menace. C'était un simple message texte de ma mère. Les mots étaient tapés petits et noirs sur l'écran blanc, dépourvus de l'émotion qu'une voix aurait portée, mais ils m'ont frappé avec la force d'un coup physique. Ethan, je t'en supplie, il faut qu'on parle. S'il te plaît. Je n'ai pas répondu au message de ma mère cette nuit-là ni le lendemain matin. J'ai laissé sa supplication flotter dans l'éther numérique. Pendant 2 semaines, j'ai vécu dans un cocon de silence auto-imposé. Je suis allé au travail. J'ai construit des modèles financiers complexes. J'ai conseillé des clients sur des transactions de plusieurs millions de dollars. Je fonctionnais. En surface, ma vie était la même machine méticuleusement organisée qu'elle avait toujours été. Mais en dessous, la plaque tectonique de mon identité avait bougé, et je gérais les répercussions sismiques. J'ai commencé à consulter une thérapeute, le docteur Sharma, une femme perspicace et directe, avec des yeux bienveillants. Lors de notre première séance, j'ai déroulé toute l'histoire compliquée. Quand j'ai eu fini, elle m'a regardé et a dit quelque chose qui est resté gravé en moi: vous avez passé votre vie entière à auditionner pour un rôle qui ne vous a jamais été attribué, Ethan. La grande tragédie est que vous étiez la seule personne à ne pas savoir que la pièce était une farce. La question est maintenant, qui êtes-vous sans l'audition? C'était une question terrifiante et libératrice. Après 2 semaines de silence, j'ai finalement envoyé un message texte d'une seule ligne à ma mère: un café à Brooklyn, samedi, 14h. J'ai choisi l'endroit. J'ai fixé l'heure. C'était une petite chose, mais c'était la première fois de ma vie que je dictais les termes de l'engagement avec ma famille. Elle était déjà là quand je suis arrivé, assise à une petite table dans le coin. Elle avait l'air plus petite que je ne l'avais jamais vue, dépouillée de la posture royale qu'elle adoptait toujours en tant que Madame Richard Matthews. Elle ressemblait à une femme nommée Caroline. Elle avait l'air fatiguée, effrayée, elle serrait sa tasse de café à 2 mains, comme si c'était un radeau de sauvetage. Je me suis assis. Le silence entre nous était lourd, épais de 32 ans de motu. Ethan, commença-t-elle, sa voix un fragile murmure. Je suis tellement désolé. Je la regardais, mon visage un masque. Je ne ressentais rien, juste un vaste vide froid. Désolé pourquoi, maman, demandai-je, ma voix plate et clinique. Désolé pour 32 ans de mensonges? Ou juste désolé que je l'ai enfin découvert? La franchise de la question sembla briser son sang-froid. Une larme s'échappa et traça un chemin sur sa joue. Les 2, s'étouffa-t-elle. Mon Dieu, Ethan, les 2. Et puis le barrage céda. Dans un torrent de mots, une histoire remplie de honte, de regrets et de peur. La vérité que j'avais toujours mérité d'entendre éclata enfin. Son nom était Thomas Keller. C'était son petit ami d'université,
son premier amour, un musicien en herbe, un poète, le genre de garçon romantique et peu pratique avec qui une fille comme elle était censée avoir une aventure avant de s'installer avec quelqu'un de plus approprié. Ils étaient jeunes, amoureux, sans plan au-delà du semestre suivant. Puis elle découvrit qu'elle était enceinte. Thomas, dit-elle, paniqué. Il avait 21 ans, était sans le sou et terrifié. Il n'était pas prêt à être père. Il disparut. Et à ce moment précis, Richard Matthews, un jeune homme d'affaires férocement ambitieux, impitoyablement déterminé, qui la courtisait depuis des mois, vit son ouverture. Il n'était pas romantique. Il était une transaction. Il lui fit une offre, une proposition commerciale. Il l'épouserait immédiatement. Il donnerait à l'enfant son nom puissant et respecté. Il l'élèverait comme le sien. Il lui offrirait une vie d'immense richesse, de sécurité, de position sociale. Tout ce qu'il demandait en retour était sa loyauté absolue, et que le passé, et Thomas Keller, soient enterrés si profondément qu'ils ne pourraient jamais être retrouvés. Elle avait 20 ans, terrifiée, abandonnée et face à un scandale qui l'aurait détruite dans leur monde conservateur. Elle accepta l'accord. Il savait, dis-je. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Elle hocha la tête, les larmes coulant maintenant sur son visage. Il savait depuis le tout début. Et il l'a utilisé, Ethan. Il me le reprochait. C'était sa carte maîtresse. Chaque dispute que nous avons eue, chaque fois que j'ai été en désaccord avec lui sur la façon de t'élever ou d'élever James, chaque fois que j'ai essayé de lui tenir tête. Il me le rappelait. Il disait, n'oublie pas qui t'a sauvé, Caroline. Et il n'a jamais pu te séparer de cela. Chaque fois qu'il te regardait, il ne voyait pas un fils. Il voyait mon erreur. Il voyait un autre homme. La confession n'apporta pas l'explosion de colère que j'attendais. Elle apporta juste une profonde et lasse tristesse. Elle n'était pas un monstre. Elle était une victime, tout comme moi. Prise dans la même cage dorée. Notre relation était une ruine. Mais pour la première fois, c'était une ruine construite sur une fondation de vérité. Nous pouvions peut-être y construire quelque chose de nouveau. L'étape suivante fut plus difficile. J'ai demandé à ma mère son nom. Avec son aide, j'ai trouvé Thomas Keller. C'était un professeur de musique titulaire dans un petit collège d'arts libéraux du Vermont. Je lui ai écrit une lettre. Je l'ai tapée, l'ai éditée une douzaine de fois. C'était simple, direct et clinique. J'ai exposé les faits. Je lui ai donné mon nom, ma date de naissance et le nom de ma mère. Je n'ai fait aucune demande. J'ai simplement déclaré que je pensais qu'il était mon père biologique et que j'étais ouvert à la communication. Une semaine plus tard, mon téléphone a sonné avec un indicatif régional du Vermont. Sa voix était hésitante, pleine d'un choc intellectuel. Nous avons convenu de nous rencontrer. La première rencontre a eu lieu dans un restaurant routier quelconque au bord d'une autoroute du Vermont, un endroit choisi pour son anonymat. Ce fut atrocement, douloureusement gênant. Il avait l'air plus âgé, bien sûr, ses cheveux gris et clairsemés, mais je pouvais voir une version plus jeune de mon propre visage me regarder. Nous avions tous les deux les mêmes longs doigts, la même forme des yeux. Nous avons parlé du temps, de son travail, de mon travail dans la finance, qui semblait le mystifier. Nous avons tourné autour de l'éléphant de 32 ans dans la pièce pendant 1 heure entière. Il avait une femme, m'a-t-il dit, une collègue professeure, 2 filles adolescentes. Mon existence était une grenade lancée dans le paysage paisible de sa vie, et il était terrifié par les éclats. Il n'y a pas eu d'étreinte digne d'un film. Il n'y a pas eu de connexion profonde instantanée. Nous sommes partis avec une poignée de main raide et une promesse vague et sans engagement de peut-être, possiblement, reparler un jour. Ce n'était pas la réunion chaleureuse et accueillante dont j'avais secrètement, follement rêvé, mais c'était réel. C'était un début. Le dernier pilier chancelant de ma vieille vie s'est effondré environ 4 mois après la fête. J'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était Richard. Sa voix était différente. La rage brute avait disparu, remplacée par une politesse forcée, artificielle, qui était d'une certaine manière plus déconcertante. Il est allé droit au but. Son entreprise, son empire, essayait de s'associer à un promoteur vedette nommé Markham pour un projet immobilier emblématique et de grande envergure.
C'était un concept de ville intelligente nécessitant des milliards de financements et des modèles financiers complexes intégrant des investissements technologiques. C'était une transaction qui pouvait sauver la réputation chancelante de son cabinet après une série de paris désastreusement mauvais faits par James. C'était une transaction qui exigeait mes compétences de niche spécifiques. Il n'a pas demandé. Il ne s'est pas excusé. Il n'a même pas reconnu le gouffre entre nous. Il a commandé, il est de votre devoir, en tant que membre de cette famille, d'aider à ce projet. Nous avons besoin de votre expertise et de vos connexions à Wall Street. J'attends une proposition complète sur mon bureau d'ici lundi. Je l'ai laissé finir tout son discours arrogant. J'ai laissé le silence planer dans l'air pendant un long et délicieux moment. Monsieur Matthews, dis-je, ma voix parfaitement calme, parfaitement professionnelle. Je regarde ma liste de clients en ce moment, et je ne vois pas votre nom dessus. Mon devoir fiduciaire est envers mes clients, pas envers l'homme qui m'a publiquement et théâtralement traité de raté pour son propre amusement. Je crains de ne pas pouvoir vous aider. J'ai pu entendre son inspiration choquée et brusque, l'incrédulité totale, la fureur commençant à monter. Avant qu'il ne puisse la déchaîner, j'ai dit au revoir et j'ai raccroché. Puis j'ai bloqué son numéro. C'était l'échec et mat, pas le test ADN, pas la reprise de la Porsche. C'était le retrait calme, définitif et absolu de moi-même de son tableau, de son jeu, pour toujours. L'action de grâce est arrivée. L'idée d'aller au domaine était risible. Au lieu de cela, je suis allé chez Sophia dans son nouvel appartement à Cambridge. Elle avait déménagé un mois après la fête, utilisant les économies dont elle m'avait parlé. Nous avons commandé des pizzas et regardé de vieux films en noir et blanc. C'était calme, simple et les vacances les plus paisibles que j'ai jamais eues de toute ma vie. Pendant une pause publicitaire, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Je voulais juste te souhaiter une joyeuse action de grâce, Ethan, dit-elle, sa voix calme. Richard a décidé de ne pas venir dîner avec ma famille aujourd'hui. C'est très calme ici. Il y eut une pause et je l'entendis prendre une inspiration. Je suis fier de toi, mon fils. Pas pour ton travail ou ton argent ou tout ça. Je suis fier de l'homme que tu es. C'était la seule chose que j'avais attendu toute ma vie d'entendre. Et cela est venu au moment où j'ai finalement réalisé que je n'avais pas besoin de l'entendre pour être complet. Plus d'un an s'est écoulé depuis cette fête des pères. Une journée qui semble s'être déroulée dans une autre vie, à une autre personne. Ma vie aujourd'hui ne ressemble pas à une fin à la Hollywood où toutes les pièces brisées sont parfaitement recollées. Elle ressemble à la réalité, désordonnée, compliquée et belle. Et pour cela, je suis profondément reconnaissant. Ma relation avec mon père biologique, Thomas, est un travail en cours. Ce n'est pas un conte de fées. Il n'y a pas eu de lien magique instantané. C'est un processus lent, parfois gênant, parfois étonnamment facile, de faire connaissance avec un étranger qui partage mon ADN. Nous prenons un café environ une fois par mois. J'ai rencontré sa femme, une femme gentille et intelligente qui m'a montré plus de grâce que je n'avais le droit d'en attendre. J'ai rencontré ses filles, mes demi-sœurs, qui me regardent avec un mélange de curiosité et de confusion. C'est compliqué pour tout le monde, mais nous naviguons. Nous essayons. Et j'ai appris que pour les relations, parfois, essayer est la partie la plus importante. Ma relation avec ma mère est en train d'être reconstruite depuis les fondations sur une nouvelle base de vérité. Ce n'est pas facile. La culpabilité qu'elle porte pour ses 32 ans de silence est immense. Et le puits profond de ressentiment que j'ai gardé si longtemps ne s'évapore pas du jour au lendemain. Il y a des conversations difficiles. Il y a des larmes. Mais nous parlons. Nous parlons vraiment pour la première fois. Nous apprenons lentement, soigneusement, à être un autre type de mère et de fils, un type non défini par un secret. Je n'ai plus parlé à Richard ni à James depuis ce jour. Je n'en ai aucune envie. J'entends des choses, bien sûr, par Sophia. L'entreprise est en difficulté. La réputation de Richard a subi un coup énorme après l'effondrement public de l'affaire Markham. Sa relation avec James est toxique, empoisonnée par le blâme et la déception mutuelle. C'est un roi dans un royaume qui rétrécit rapidement. Un fantôme errant dans une immense maison vide pleine de mauvais souvenirs. Je ne ressens plus de haine pour lui. Je ne ressens plus de colère. Je ne ressens plus rien du tout. C'est juste un nom dans une histoire qui est enfin terminée.
Sophia et moi sommes plus proches que jamais. Elle et mon ami David, qui m'ont soutenu à travers tout cela, sont ma famille. J'apprends qu'on n'hérite pas seulement d'une famille, on en construit une. On l'a choisie. Et c'est une structure bâtie non sur le sang ou l'obligation, mais sur le respect, l'honnêteté et le fait d'être là l'un pour l'autre quand ça compte, quoi qu'il arrive. Le docteur Sharma avait raison. Pendant si longtemps, ma vie a été une audition sans fin et épuisante. Mon succès, mon ambition, mon être tout entier était une tentative désespérée de prouver ma valeur à un juge qui ne me donnerait jamais une note de passage. La plus grande découverte que j'ai faite n'était pas de savoir qui était mon père. C'était de savoir qui je suis quand j'arrête d'auditionner. Je suis un homme bon dans son travail. Je suis un homme qui est un ami loyal et un frère aimant. Je suis un homme qui est enfin, après 32 ans, en paix avec lui-même, selon ses propres termes. Le plus grand mensonge qu'on m'ait jamais dit n'était pas que Richard Matthews était mon père. C'était que j'avais besoin qu'il le soit. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû choisir entre une vérité difficile et un mensonge confortable? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de la suite.